Et à partir de ce moment-là, on s'est demandé comment redonner un petit peu de son identité, de sa souplesse à la maternelle. Et il a été décidé qu'on distinguerait un carnet de suivi des apprentissages, je vais en dire un mot, et un bilan de fin de grande section. L'idée qui a été très consensuelle rapidement auprès des représentants syndicaux des enseignants et auprès des représentants des parents d'élèves, c'est que durant le temps de l'école maternelle, on n'a pas besoin de choses forcément standardisées, que néanmoins ça faciliterait la tâche des maîtres de cours préparatoires de recevoir finalement des bilans d'acquis pour leurs élèves qui aient tous la même structure. C'est-à-dire pour un maître de CP qui accueille des élèves qui ont fréquenté 3 ou 4 classes maternelles différentes, il ne va pas s'adapter à 3 ou 4 procédures différentes des enseignants pour rendre compte des acquis. Il aura une grille de lecture identique pour tous les élèves. Ça a été un point de vue très vite admis. Et donc, on a, si vous voulez, 2 formes d'évaluation. L'évaluation comme suivi, avec le carnet de suivi, et puis l'évaluation comme bilan, avec le bilan de fin de grande section. Et tout cela est cohérent avec le nouveau programme de l'école maternelle la nouvelle définition législative de l'école maternelle qui insiste bien sur l'idée que l'école maternelle, c'est un lieu d'apprentissage qui se réfère à un programme, etc., mais que c'est aussi, et d'abord, et en particulier pour les petits, un lieu de soutien et de stimulation du développement de l'enfant. Un mot sur le carnet de suivi des apprentissages, puisque je pense qu'il y a là des collègues qui doivent être... c'est pas la panique autant qu'avec le LSU, mais c'est quand même un souci. Ça sert à garder des traces du parcours d'apprentissage pour chaque élève. Valoriser son parcours aux yeux de l'enfant et des parents. C'est une manière de dire que le carnet de suivi des apprentissages, il peut impliquer l'enfant, il devrait même impliquer l'enfant, c'est-à-dire que quand l'enfant emporte le carnet de suivi des apprentissages à la maison, il devrait être capable de le commenter pour ses parents. C'est en ce sens que je parle de l'impliquer. Mais le carnet de suivi des apprentissages, il a d'une certaine façon ce destinataire quasiment exclusif, c'est la famille de l'enfant. On fait le carnet de suivi pour rendre compte à la famille des progrès, des acquis des enfants. Ce qui est essentiel dans le carnet de suivi, c'est que l'enseignant prend position d'une certaine façon. Alors je l'ai écrit comme ça ici, écrit de l'enseignant rendant compte et attestant des progrès de l'enfant dans les différents domaines. Pourquoi j'éprouve ce besoin-là? C'est parce que il y a eu, si je puis dire sans offenser ceux d'entre vous qui ont beaucoup travaillé là-dessus, une sorte de faux départ. Le texte des programmes d'école maternelle qui a été proposé à la consultation comportait un chapitre sur l'évaluation à l'école maternelle, où il était question de cahier de réussite. Et donc, cette idée-là, qui faisait plaisir à certains, si je puis dire, par opposition à ce qu'ils avaient été contraints de faire antérieurement, a été relativement investie par certaines écoles. On connaît les cahiers de réussite. Par parenthèse, c'est une affaire, la première inspectrice des écoles maternelles qui avait mis cela en route, Danielle Dupin de Saint-Cyr, c'était 1984, si vous voulez en trouver des traces. Il y a une publication du CRDP de Toulouse à l'époque sur le sujet. Ça n'est pas récent, cahier de progrès, c'était un peu plus récent, mais un certain nombre d'équipes pédagogiques sont parties sur l'idée de on va mettre en place des cahiers de réussite. Et quand le texte sur l'évaluation est sorti, quasiment un an après le programme de la maternelle,
qui dans sa forme définitive ne parlait plus de cahier de réussite, mais ce qui n'a pas été tellement exploré dans le texte. Par parenthèse, c'est un des problèmes, c'est-à-dire que quand on a bien travaillé pour la consultation, on a l'impression qu'on est dispensé de lire le texte définitif, qui n'est pas toujours exactement celui qui a été mis en consultation. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Mais c'est passé à peu près inaperçu. Et comme le travail a cheminé, un certain nombre d'enseignants, quand le texte sur le carnet de suivi est sorti, l'ont assimilé au carnet de réussite. Alors que le cahier de suivi, le carnet de suivi, n'est pas forcément le carnet de réussite. Ce qui le caractérise, c'est que l'enseignant dit quelque chose sur les acquis, les progrès des élèves. Il peut y adjoindre des témoignages de ses réussites. Alors j'ai écrit, photographie prise au cours d'activité, dessin, enregistrement, etc. Tout ce qui peut témoigner des progrès des élèves, des acquis des élèves. Il peut, ça n'est pas obligé. Alors, par parenthèse, pour rassurer ou pour inquiéter, je ne sais jamais ce que je fais quand je fais ça. Les traces des réussites peuvent être conservées dans certaines classes, dans ce que les enseignants appellent des cahiers de vie, des cahiers de progrès, etc. Mais pour moi, un cahier de réussite ou un cahier de progrès ne peut devenir un carnet de suivi que s'il y a l'implication de l'enseignant là-dedans. Ce n'est pas uniquement l'affaire de l'enfant qui sélectionne ses outils, ses traces comme il le veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la forme même du cahier de suivi, dont le texte dit c'est à l'échelle de l'école qu'elle est déterminée, la forme même du cahier de suivi peut dépendre de tous les autres outils que les maîtres ont déjà à leurs mains, si je puis dire. Quelqu'un qui est très attaché à un cahier de vie qu'il a mis en place dans sa classe, peut tout à fait le conserver et ne pas en faire un double emploi, si je puis dire, avec le carnet de suivi. Pour moi, le problème est toujours le même. Il faut que le métier, je l'ai déjà dit, soit praticable. N'en rajoutons pas par rapport aux exigences. N'en rajoutons pas, c'est déjà assez compliqué et lourd. Donc, partons de ce que les enseignants savent bien faire et voyons comment on a besoin d'adapter les choses. On voit des choses aujourd'hui admirables en termes de carnet de suivi. Je m'inquiète de la possibilité de tenir les ambitions que l'on se donne quelquefois. Au sens où je vois des carnets de suivi qui intègrent des petites vidéos, liens avec l'ENT de l'école, des choses remarquables, des photos. Mais je me dis, les enseignants qui ont 28 élèves dans la classe, parce qu'il y en a quand même en maternelle et même au-delà, comment dans la durée vont-ils tenir, vous voyez? Et quel sera le signal pour des parents si je pars avec tout un luxe de détails et si petit à petit j'en rabats. Il faut se projeter dans la durée et je crains, vous voyez, que dans un certain cas, les débuts soient trop par rapport à ce qu'on sera capable de faire. Tous ceux qui sont formateurs, enfin, ou inspecteurs ici, ayez ça en tête. Hein. Il ne faut pas leur couper les ailes aux enseignants. S'ils ont de grandes ambitions, il faut les soutenir, mais il faut toujours les aider à se dire, est-ce que je vais tenir à cette hauteur tout le temps? Et si je m'engage à cette hauteur, est-ce que je peux faire la même chose pour tous les élèves de ma classe? Parce que le problème, c'est quand même un traitement égalitaire de tous les enfants de la classe. Et qui dit vidéo quelquefois, qui dit enregistrement, qui dit photographie, dit choses très personnalisées. Hein. Est-ce que je peux faire ça à tous les coups? Carnet de suivi, la réglementation dit au moins 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement par période, mais c'est à déterminer à l'échelle de chaque cycle. Je passerai plus vite peut-être
sur le bilan de fin de grande section, il a une forme prescrite. J'insiste sur le fait que on ne demande pas aux enseignants de rendre compte de la maîtrise des 58 attendus de fin de cycle. Le programme de l'école maternelle, c'est 58 attendus si je cumule les 5 domaines d'apprentissage. On ne demande pas de rendre compte attendu par attendu, si je puis dire. Il y a des sous-domaines à l'intérieur des domaines. Et l'appui, ça doit être le carnet de suivi des apprentissages. C'est-à-dire, si on a observé comment les élèves se situent, on n'a pas besoin de faire des évaluations de fin de cycle. Alors, surtout pas un protocole de fin de grande section. Nous avons, en accord avec le texte, en accord avec toutes les recommandations de la DGESCO, développé l'idée qu'il fallait insister sur l'observation comme première modalité évaluative. Plus les enfants sont jeunes, plus c'est important, mais ça peut se faire à tous les niveaux.